Bienvenue sur le podcast Enfance en Nature, le podcast qui parle d'éducation en plein air. Je m'appelle Claire et chaque semaine, je reçois ici un ou une pédagogue qui nous partage son expérience en matière d'éducation hors des murs. Famille, professeurs des écoles, éducateurs, animatrices. Ces conversations ont pour but de transmettre et diffuser des pratiques diverses et variées qui tendent toutes vers un objectif: permettre aux enfants de passer un maximum de temps en extérieur et plus particulièrement au contact de la nature. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à laisser un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout, à le partager autour de vous pour disséminer les graines de l'éducation en plein air. Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, je vous propose un échange avec Karine qui se définit comme une semeuse de graines. À travers sa structure Enfants, Nature et Santé, elle propose des ateliers d'éveil à la nature pour les plus jeunes et elle accompagne les familles à se connecter ou se reconnecter à la nature. Avec Karine, nous avons d'abord parlé de son parcours, puis nous avons échangé sur la connexion instinctive qu'ont les enfants à la nature. On a parlé de la posture de l'adulte et l'évolution de la relation parent-enfant qu'elle observe au fil de ses ateliers. Enfin, parmi les nombreuses cordes qu'elle a à son arc, Karine pratique la médiation animale avec les enfants et elle nous explique dans quelle mesure elle peut être un puissant outil d'accompagnement. Je suis certaine que cet épisode vous inspirera et je vous laisse le découvrir sans plus attendre. Karine, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans ce podcast et je te souhaite la bienvenue. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire à quel endroit tu te situes en France ou dans le monde et ce que tu fais dans la vie? Bonjour Claire, je te remercie pour cette invitation et je suis vraiment heureuse d'échanger avec toi aujourd'hui sur cette thématique qui me passionne. Donc, je me situe en France, j'habite en France, dans la région Rhône-Alpes et plus précisément dans le département de la Drôme, le 26. On se situe au carrefour en fait de l'Ardèche et de l'Isère. Et je suis infirmière de métier depuis maintenant 26 ans. Alors, on entrera dans le détail de ton parcours dans quelques minutes, mais d'abord, je suis un petit peu curieuse et j'aimerais beaucoup que tu nous parles de tes souvenirs d'enfance avec la nature. Quel rapport avais-tu enfant avec la nature? Est-ce que tu as été accompagnée par des adultes qui t'y ont éveillé? Est-ce que tu sortais souvent? Enfin, bref, qu'est-ce qui ressort aujourd'hui de ton rapport avec la nature quand tu étais enfant? Alors avec plaisir, ils sont nombreux. Moi, je suis le fruit de l'amour d'un couple de parents très jeunes, en fait, qui vivaient en ville et qui ont mis beaucoup de leur énergie dans leur travail pour assumer leurs responsabilités. Et de ce fait, ils me confiaient très souvent à mes grands-parents maternels qui, eux, étaient agriculteurs. J'ai donc été au cœur de la nature dès ma prime enfance et j'ai eu l'immense chance en fait d'y vivre en pleine liberté, au contact des animaux et puis d'une biodiversité très riche. Donc j'ai passé énormément de temps avec mon grand-père, que ce soit sur son tracteur, mais aussi dans la nature lorsqu'il chassait, qu'il pêchait ou qu'il braconnait, parce que voilà, ça faisait partie de ses pratiques. Moi, mon objectif à ses côtés était toujours d'épargner la vie d'un maximum d'animaux, parce que je les aimais trop. Mais voilà, notre relation était celle-ci. Et avec ma grand-mère, je passais beaucoup de temps, par exemple, pour la cueillette, le jardinage, le soin des animaux. On fabriquait des remèdes maison, on cuisinait, tout ça, à partir de ce que la nature nous procurait abondamment. Donc, je crois que voilà, ils m'ont offert une enfance de rêve, ils m'ont montré, ils m'ont fait confiance, ils m'ont laissé jouer librement. Et puis la nature, elle a fait tout le reste. Et franchement, ça n'avait pas de prix. C'était même hyper compliqué pour moi de les quitter. Quand il fallait partir, c'était un vrai déchirement parce que je me sentais vraiment dans mon univers. Je crois que j'y ai vécu mes plus belles années. C'était véritablement la source de ma passion du vivant et de mon ancrage à la nature. Je crois que je leur dois véritablement l'adulte que je suis devenue en fait.
Et aujourd'hui, j'ai la chance de vivre encore dans un écrin de verdure où je me sens vraiment bien avec ma famille et puis ma grande tribu de quatre pattes avec laquelle je me sens complète. Écoute, tu me fais voyager en enfance parce que mes plus beaux souvenirs sont également avec mes grands-parents pendant les vacances. Et oui, je suis d'accord avec toi, ça crée des souvenirs mémorables et ces moments-là ont forcément eu un impact très fort sur notre construction et sur le rapport que nous avons aujourd'hui à la nature en tant qu'adultes. Et justement, arrivé à l'âge adulte, tu t'es d'abord formée comme infirmière, tu as travaillé en PMI pendant 20 ans et tu as créé une entreprise à travers laquelle tu accompagnes des familles et notamment des enfants par le biais de l'éveil sensoriel à la nature et la médiation animale. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et des raisons qui t'ont amené à te lancer dans cette activité ? Ah, avec plaisir. Donc oui, j'ai commencé ma carrière en tant qu'infirmière hospitalière et à la naissance de ma seconde fille, en fait, j'ai souhaité travailler en tant qu'infirmière de PMI, donc en protection maternelle et infantile. Donc j'ai vécu ces 20 années intensément et vraiment passionnément, entourée d'une équipe qui était un peu comme une seconde famille. Et en 2018, je me suis spécialisée en médiation par l'animal. Donc là, travailler sur ce projet, c'était un peu devenu ma bulle d'oxygène en fait dans un quotidien professionnel qui ne me correspondait plus et où je me sentais de plus en plus loin de mes valeurs en fait. Donc j'ai cherché à remettre du sens, mais l'épuisement était bien là. Et fin 2019, j'ai fait un burn-out professionnel. Donc j'ai fait le choix d'arrêter mon travail en PMI. Mon projet, lui, était toujours bien présent au fond de moi et mes passions n'ont pas lâché. Donc que ce soit pour les enfants, les familles, le soin, le vivant, enfin j'avais envie vraiment de partager toujours dans ce cadre-là. Et le temps m'a permis de prendre soin de moi d'abord et puis de construire mon projet. Et je me suis formée en tant que passeur de nature. Et là, voilà, ça a été ce qui me manquait, la petite pièce du puzzle, voilà, qui venait finir un petit peu le processus dans lequel j'étais. Et de là, j'ai retrouvé toute ma créativité qui avait complètement disparu toutes ces dernières années. Mon énergie, l'émerveillement des petites choses et des petits riens. En fait, ça a été un peu comme une nouvelle naissance. Et j'ai créé ma société, donc Enfants Nature et Santé, en 2021. Et je crois que je peux dire qu'aujourd'hui, je me sens sereine, vraiment, alignée avec ce qui vibre en moi et pour lequel je veux continuer à faire ma petite part du colibri en contribuant, voilà, pour ce qui compte vraiment à mes yeux. Alors aujourd'hui, j'ai un peu du mal à donner une identité à mon nouveau métier que je me suis un peu créé sur mesure. Il est basé sur mon expertise et mes passions, mais en plaisantant, j'aime dire que si je pouvais officialiser ce nouveau statut, en fait, je crois que je dirais que je suis aujourd'hui devenue semeuse de graines. Semeuse de graines, c'est à la fois poétique et concret, et surtout, ça laisse le champ des possibles à de nombreuses approches et accompagnements différents qui sont sûrement nourris par ton expérience. Bon, mais du coup, c'est quoi l'éveil sensoriel à la nature ? Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, ce que ça veut dire pour que chacun et chacune puisse en saisir le sens et puis nous dire en quoi c'est un outil puissant dans le développement des enfants ? Alors, j'ai rien inventé du tout, tout est là depuis des millénaires et les générations précédentes le faisaient de manière instinctive. Mais aujourd'hui, je crois qu'on a oublié l'importance de notre sensorialité, notre part sauvage en fait, et on en est arrivé au fait de devoir réapprendre à se réensauvager, et c'est devenu une urgence. La nature, elle est devenue hostile en fait. C'est une source d'appréhension ou de peur pour certains, et nos modes de vie nous en ont éloignés. J'aime bien reprendre une appellation qui dit que nous sommes dans une phase d'extinction de l'expérience de nature. Et l'enfant, lui, il souffre en fait dans son développement de ce que Richard Louv nomme le syndrome de manque de nature. Donc si voilà, ce terme-là ne vous dit rien, je vous invite à aller explorer parce que c'est très riche de sens.
et de faits scientifiquement prouvés. Alors pour revenir à l'enfant lui-même, en fait, l'enfant il perçoit dès sa vie in utero en fait son environnement grâce à ses sens, et cela va être amplifié, démultiplié à sa naissance. Donc il va utiliser les 5 sens que l'on connaît, hein, la vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'audition, mais aussi ses sens liés au mouvement qui vont lui apporter en fait toutes les informations dont il a besoin pour évoluer. Et la nature, elle va jouer un rôle fondamental dans cet éveil, puisqu'elle va offrir au jeune enfant la richesse des stimulations et des possibles pour en fait découvrir ses limites, hein, s'ouvrir au monde, aux autres, à la vie en société, grâce notamment à l'émerveillement, à la curiosité, aux envies, aux interactions, tout ce que ça va susciter chez lui. En plus, l'enfant, il est vraiment très inspirant dans le sens où il vit l'instant. En fait, il fait preuve d'une magnifique qualité de présence et il est à l'écoute de ce qu'il se passe d'abord en lui et puis autour de lui. Et il va aller expérimenter instinctivement son environnement en fonction de ses besoins et se nourrir en fait de tout ce dont il a besoin pour développer ses compétences. Qu'elles soient cognitives, physiques, émotionnelles, sociales. Et tout ça, ça va lui permettre petit à petit d'entrer dans les apprentissages. Et cet éveil sensoriel à la nature, en fait, il s'accompagne par des adultes qui vont, pour moi, d'abord avoir comme qualité de faire confiance à cette intelligence sensorimotrice de l'enfant et qui vont prioritairement s'enthousiasmer à ses côtés en manifestant leur plaisir pour que ces premières expériences s'ancrent dans le cerveau de l'enfant de manière très positive. Après, l'adulte va apporter à l'enfant, va pouvoir répondre à son besoin de sécurité, tout ça dans la bienveillance, bien sûr, et interagir avec l'enfant. Tout ça, ça va répondre à ses besoins de mouvement, d'exploration. On va laisser les enfants s'ennuyer, on va les laisser créer. Et pour moi, la nature, c'est vraiment la plus belle des salles de jeu. En fait, les enfants, ils n'ont pas besoin de jouer en plastique qui font du bruit et qui parlent anglais. Les enfants, ils ont besoin d'adultes disponibles qui vont leur offrir du temps, un environnement adapté, stimulant, et puis du soutien quand c'est nécessaire. Et comme ça, ensemble, et du coup, il n'y a plus qu'à conquérir le monde, quoi. Et tout ça, c'est pour moi un véritable cadeau qu'on peut faire aux enfants. C'est des bases qui vont être solides parce que ça va répondre à son développement, à ses besoins pour avoir une santé physique performante, pour aller bien, pour avoir une santé mentale qui aille dans le bon sens aussi, un état émotionnel équilibré et qui va pouvoir lui permettre de se développer pour construire en fait un humain qui va être autonome, empathique, résilient. Tout ça, c'est des valeurs qui nous font un peu défaut à l'heure actuelle. Notre société et notre planète, je crois, en ont grandement besoin. Et je me dis souvent que je me sens réellement chanceuse en fait de pouvoir les observer si finement et qu'ils m'enseignent vraiment tellement par leur manière d'être. Je trouve les enfants très inspirants. Les adultes d'aujourd'hui ont tout à apprendre en fait à redécouvrir le pouvoir de leur sens et de la magie de l'émerveillement des petites choses. Hein, en fait, tout ce qui est là dans notre quotidien, juste là sous nos yeux, mais nos yeux ne les voient plus. On a perdu ces facultés-là, donc l'éveil sensoriel à la nature, j'ai presque envie de dire que les enfants savent et que nous, on doit réapprendre tout en veillant d'une manière douce et bienveillante sur nos enfants. Tu évoques l'instinct qu'ont les enfants à se connecter à la nature. Est-ce que cela signifie qu'un enfant qui aurait été coupé de la nature pendant plusieurs années et à qui on proposerait, à l'âge de 6 ou 7 ans par exemple, d'introduire des sorties en nature dans son quotidien, est-ce qu'il réussirait à renouer immédiatement avec cet environnement extérieur ? Peut-être pas immédiatement, non. Je le vois déjà, même chez des enfants qui découvrent les ateliers, ne serait-ce qu'aux alentours de 2 ans et demi, 3 ans.
et bien il y a toujours cette petite phase d'adaptation nécessaire où on ne brusque rien et l'enfant reste toujours de toute façon en observation sur l'adulte, hein, sur la réaction de l'adulte. Donc pour les plus grands, en fait, c'est toujours la posture d'adulte qui va permettre les premières expériences positives. Il faut qu'elles soient positives. Le cerveau, lui, il se fabrique en continu. Hein. On parle d'une maturation cérébrale qui va jusqu'à 25 ans hein, au niveau des neurosciences. Donc les circuits sont toujours en création. Tout est possible. Même les adultes. Il y a des adultes qui ont eu un parcours très citadin et qui découvrent le monde dans son aspect nature sur le tard et tout ça prend du temps mais rien n'est impossible et moi j'aspire plutôt à ça, à faire découvrir à tous les âges parce qu'il y a des bénéfices à tous les âges, mais pour l'enfant plus grand, voilà, aux alentours de 6 ans, et bien du coup voilà, l'accompagnement qu'on va y mettre à côté va aussi permettre ces premières expériences positives et y aller au rythme de l'enfant, toujours ne rien brusquer. Voilà, un enfant qui aura une première expérience négative avec un adulte à ses côtés qui lui-même peut avoir des peurs ou des appréhensions, du coup sera moins tenté de renouveler l'expérience. Alors qu'un enfant qu'on accompagne de manière plutôt sereine va vite prendre du plaisir et voir le champ des possibles. Et puis le travail de l'enfant, c'est le jeu. Donc du moment où on va y mettre et il va rapidement voir le champ des possibles pour se lancer dans sa créativité qui garde quoi qu'il en soit. Donc non, pas de barrière d'âge, surtout pas pour le contact à la nature. Ouais, on est bien d'accord. Pas de barrière d'âge. Tu parles de la posture de l'adulte et c'est incroyable d'observer la vitesse à laquelle l'attitude de l'adulte influence celle de l'enfant. Justement, est-ce que tu peux parler de la manière dont tu procèdes pendant tes ateliers pour que parents et enfants trouvent leur place? Et comment est-ce que tu encourages les adultes à adopter une posture positive devant les enfants pour éviter, par exemple, qu'ils ne transmettent des peurs ou d'autres sentiments moins positifs? Oui, alors je vais vous essayer de vous expliquer un peu concrètement comment je fonctionne pendant mes ateliers pour vous puissiez imager un petit peu. Donc moi, j'ai choisi de contribuer à l'éveil sensoriel à la nature auprès de deux publics directement en lien avec les enfants et que je connais bien. Donc je travaille avec les familles grâce à des ateliers. Donc là, les enfants sont présents avec leurs parents. Et je travaille aussi avec les professionnels de la petite enfance grâce à la formation que je mets à leur disposition, mais aussi grâce à un accompagnement au dehors avec des ateliers. J'aime bien pour essayer d'imager un petit peu dans quel état d'esprit je suis, reprendre la phrase du photographe animalier peut-être que vous connaissez, qui est Adrien Favre, que j'aime beaucoup, et qui dit, je cite, l'émerveillement comme motivation, la sensibilisation comme leitmotiv. Moi, j'aime bien y rajouter un de mes champs de prédilection qui est l'importance du lien et de la relation qui par rapport à ma fonction d'accompagnement à la parentalité et pour moi c'est vraiment des socles en fait. Et donc dans mes fonctionnements d'atelier, je propose des ateliers sensoriels à la nature donc sur toute l'année, donc quasiment. On couvre les 4 saisons et on commence pour les plus jeunes aux alentours de 18 mois jusqu'à 3 ans. Alors ça varie un petit peu parce qu'il arrive que les parents viennent aussi avec les bébés de la fratrie ou alors que les enfants qui commencent la scolarisation reviennent sur les temps des vacances. Donc voilà, c'est 18 mois, 3 ans, mais avec voilà, des petites marges. Et on est dans un espace naturel qui est riche et qui se situe au cœur d'une ville de 16 000 habitants. Et cet endroit est vraiment au centre de la ville, mais paradoxalement, il est souvent méconnu, malgré qu'il soit vraiment à proximité et qu'il soit facile d'accès. Alors moi, je pense et je construis mes ateliers comme je visualise en fait une bulle d'oxygène que je vais mettre à disposition des enfants, des parents, des professionnels qui vont être présents et tout ça tout en gardant en tête de semer quelques graines dans leur cœur en fait prioritairement
On démarre nos rencontres toujours au même endroit, donc chacun est heureux de s'y retrouver, ou alors ils sont un petit peu impressionnés de se découvrir les premières fois. Et le premier message en fait que j'adresse aux adultes, c'est toujours le même. En fait, on est là pour ralentir et offrir notre temps, notre disponibilité et tout cet espace aux enfants. Et voilà, après on démarre tranquillement, on va aller cheminer pendant un laps de temps qui peut aller jusqu'à 1 heure parfois, jusqu'à atteindre notre site. Et parce que tout ça, on va le faire au rythme de chacun. On va s'arrêter aussi souvent que nécessaire devant tous les petits trésors que la nature va abondamment mettre sur notre chemin. Et là, on va faire appel au sens tout de suite. Je vais stimuler les enfants, les adultes, on va observer, on va décrire, on va écouter, on va toucher, on va sentir. Et donc là, tout de suite, moi, ça m'aide à percevoir en fait ce qu'il peut y avoir comme frein chez les adultes. Quand on rencontre une limace, une salamandre, un gros escargot bien baveux, voilà, j'observe un petit peu ce qui se passe chez les adultes autour des enfants. Ça nous arrive aussi de croiser des personnes avec des chiens, donc je sens aussi les freins chez certains parents, voilà. Donc moi, je verbalise et je reste à proximité des enfants aussi pour justement être bienveillante et positive. Et comme les enfants modélisent très facilement, en fait, eh ben, ils vont rapidement prendre leur petit panier, ils vont adopter très vite une posture d'émerveillement. Le waouh, ça va faire partie de leurs premiers mots très rapidement. Ceux qui viennent régulièrement enrichissent leur langage naissant et le waouh en fait partie. Donc c'est très mignon à observer. Et puis ils vont prendre rapidement, par exemple, les automatismes d'approcher les fleurs de leur nez pour les sentir. Voilà, on travaille un petit peu par tous les temps. Donc le changement de météo et des saisons sur un même site, eh ben, ça a l'avantage d'observer ce changement permanent de la nature. Et puis les petits trésors aussi qui changent au fil du temps parce qu'on ne récolte pas toujours les mêmes choses. Alors ce cheminement, il est hyper important aussi pour les parents parce que du coup, mon cœur de métier, c'est l'accompagnement des familles, la prévention, c'est vraiment ce qui m'anime. Et du coup, sur ce chemin, en fait, ce temps qui est long, lent, voilà, ça permet aux parents de venir déposer leurs préoccupations du moment pour leur enfant, pour l'harmonie familiale. Et c'est souvent assez souffrant, et leur quotidien est bien rempli, la charge mentale est importante. Alors on va parler plein de choses et les problématiques qui reviennent régulièrement, par exemple, ça va être autour des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, le comportement, le retard de langage, de développement. Parfois même, on a des enfants qui peuvent être porteurs de handicap pendant les ateliers. Et puis malheureusement, l'incontournable sujet épineux qui est la gestion des écrans. Donc nous, voilà, les professionnels et moi qui sommes présents, et ben on va être là pour entendre les parents, accompagner et veiller sur leurs enfants pendant ce temps qu'ils s'autorisent à partager leurs difficultés. Et là, ils se tissent sur ce temps-là une relation vraiment de qualité et de confiance, aussi bien entre les adultes et les enfants, mais aussi entre adultes, et c'est très chouette. Lorsqu'on va atteindre l'espace dédié à nos activités, on va prendre le temps de s'installer, on va laisser les enfants reprendre possession des lieux ou connaissance s'ils viennent pour la première fois. Et moi, je vais faire un petit rappel des sécurités, de la sécurité aux adultes. Et là, c'est pour moi le temps de place au jeu libre. Alors, dans la réalité, il y a toujours un petit temps d'amorce, de premier pas qui est nécessaire pour l'adulte en fait. Alors pour cela, je vais proposer une activité qui va être destinée à la reconnexion avec l'enfant, mais aussi avec la nature. Je vais aller un petit peu chercher le cœur de l'enfant, de l'adulte dans mon activité manuelle. Alors pour ça, du coup, je réinclus les enfants à partir des petits trésors qu'ils ont collectés sur le chemin. Donc, on va avoir quelques fleurs, on va avoir de la mousse, des brindilles, des feuilles, des branches, enfin voilà, tout ce qu'on a pu trouver. Et chez moi, j'ai préparé une petite base qui va nous servir de support. Donc, par exemple, on a pu fabriquer des couronnes, des mobiles, des petits instruments, on fait des petites créations avec de l'argile, on va sentir, on va travailler sur les couleurs, les empreintes, voilà. Et j'exprime systématiquement que on n'est pas obligé de produire quelque chose en fait. Donc on est vraiment là pour savourer les instants de qualité
et de partager. Et les enfants, eux, ils sont pas du tout tenus de participer non plus aux activités que je propose. Pour moi, c'est vraiment place au jeu libre. Donc, s'ils ne souhaitent pas participer et aller explorer, c'est OK. Ils vont faire en fonction de leur centre d'intérêt et du besoin qu'ils ont au moment où on est là-bas. Paradoxalement, ces ateliers, je me rends compte qu'ils répondent vraiment en priorité aux besoins des adultes en fait et qui retrouvent du plaisir dans ces temps de relâche et de création. Les sourires sont systématiquement invités sur les visages. En fait, les yeux laissent passer à nouveau des souvenirs d'enfants et j'adore ça. Et puis les enfants, eux, ils ont accès à un jeu calme, à un coin mud kitchen, la cuisine debout. Et cette dernière, c'est vraiment celle qui obtient le 5 étoiles chaque fois. Les enfants l'adorent. C'est un point de socialisation, d'expérience sensorielle vraiment magique et ils peuvent y passer des heures, quelle que soit la météo. Et voilà, pour poursuivre un petit peu par rapport à la posture de l'adulte, tu me demandais, en fait, j'observe que au fil des ateliers, les postures se modifient par rapport aux peurs, aux craintes. Je vais en reparler un petit peu aussi de ces freins, mais j'observe que l'adulte a besoin d'intervenir de manière un peu irrépressible sur les agissements de l'enfant. Par exemple, on aime bien intervenir sur la façon d'utiliser un objet, sur de la bonne manière en fait. On n'utilise pas un petit récipient et une cuillère comme ça, on fait comme ça. Alors que les enfants, eux, ils aiment détourner, ils aiment faire des expériences, ils aiment inventer, imaginer, voilà. Donc voilà, je guide un petit peu les adultes là-dessus sur le fait de prendre de la distance par rapport à l'enfant. Le fait qu'on lui offre quelque chose de sécure lui permet justement de faire comme il l'entend, d'évoluer au rythme qu'il l'entend. Ce qui compte, c'est pas le résultat. On s'en fout que la soupe de fleurs soit réussie et qu'on voie encore les fleurs à la fin. C'est pas l'idée, en fait. C'est juste le processus que va mettre en place l'enfant qui est important. Et puis que les parents aussi, eux, s'autorisent du coup à profiter de ce temps où voilà, tout va bien, tout est ok et on relâche un petit peu. Je verbalise beaucoup auprès des parents en fait et tout en restant vigilante sur les enfants. Les parents, ils ont beaucoup de craintes, les freins, même chez certains professionnels, on peut retrouver ça, mais effectivement, la peur, la méconnaissance du milieu fait partie des freins. C'est la nature, elle est vraiment devenue, on a une sorte d'amnésie. Une amnésie de notre environnement chez nous les humains là, donc il faut tout redécouvrir et il y a plein de choses qui font peur. Donc là c'est pareil, c'est moi qui montre en fait, qui touche, qui explique, qui décrit. Je fais collaborer les enfants là-dedans en fait. Les enfants ils sont super forts pour décrire, donc quand ils n'ont pas le vocabulaire, c'est moi qui mets les mots et on compte les pattes, on regarde la couleur, on regarde la forme, on regarde où est-ce que ça se cache, où est-ce que ça vit. Enfin voilà, on imagine ce que ça peut manger et du coup les adultes écoutent, me voient manipuler. On remet toujours, je mets toujours l'accent sur le fait que les petits animaux, les insectes sont nos invités, mais que du coup, par exemple, si on a des escargots sur les petites tables, et bien du coup, on les raccompagne dans leur maison, dans leur environnement. On fait attention de la manière dont on les manipule, on en prend soin. Les autres freins qu'il peut y avoir, ça va être sur l'hygiène. C'est parfois compliqué d'avoir la tenue adaptée. Donc nous, les professionnels, on veille à ce que l'enfant puisse rester confortable. Donc on prévoit un petit peu du change s'il n'y en a pas, ou des petites combinaisons adaptées pour que les enfants se sentent libres et que les parents aussi lâchent un petit peu la pression par rapport à ça. C'est pas facile pour les parents d'accepter que les enfants se salissent. Ils imaginent que la nature c'est très sale, que c'est plein de microbes. Alors que souvent, je leur explique que pour venir, par exemple, ils ont pris le bus et qu'il y avait beaucoup plus de microbes dans le bus que dans la nature. En tout cas, ils ont pas la même nocivité sur la santé de leur enfant. J'incite dès que possible à mettre les enfants pieds nus aussi. Donc ça aussi, c'est une petite étape pas toujours facile à franchir. Mais les enfants, eux, s'adaptent hyper vite et quand les parents voient le plaisir avec lequel les enfants
se déplacent et ressentent et jouent, mobilisent leurs orteils dans le sable et tout ça. Voilà, les barrières tombent aussi un petit peu. Et puis voilà, le frein de la santé, hein, toujours avec un enfant qui peut être mouillé, la peur qu'il prenne froid, tout ça. Donc voilà, on travaille autour de ça. Mais vraiment, franchement, je suis fière d'eux parce que ils nous font confiance. En fait, il y a un vrai lien de confiance et ça évolue toujours dans le bon sens. Et puis les familles vraiment éprouvent du plaisir et concrétisent en fait les bénéfices. Ça devient très factuel, hein, à leur participation. On fait un cercle de parole en fin d'atelier et là, vraiment, les témoignages sont très chouettes. Ils s'expriment le bien-être qu'ils ressentent pendant les ateliers, mais aussi qui va être durable sur la journée, que la relation, elle va être très paisible avec l'enfant sur la journée, que chacun est détendu et que du coup, ils voient aussi les bienfaits que procurent ces instincts-là à s'immerger dans la nature. Bien sûr que je mets l'accent sur le partage de l'émerveillement, hein, cet émerveillement qui est contagieux et qui renforce d'une manière magnifique la relation avec l'enfant. Les professionnels aussi qui sont présentes trouvent du sens à ce qu'on fait. Elles voient une qualité de travail, de relation qui est très appréciable et puis bien sûr une source d'apaisement incontestable. J'aime travailler avec mes valeurs phares, moi, qui comptent, qui vibrent en moi, qui sont l'authenticité et la simplicité, et j'essaye de mettre ça à la disposition de tous, en fait, pardon, pour les inspirer dans leur quotidien. Et je crois que mes plus belles récompenses, c'est de les observer, en fait, grandir ensemble au contact de la nature. J'en ai même fait l'intitulé de ma formation, hein, grandir ensemble au contact de la nature, parce que je crois que ça nous offre ça. Et j'adore aussi entendre les parents me dire que cette connexion nature, elle est devenue un besoin et qu'ils se donnent rendez-vous pour l'assouvir, même si je ne suis pas là. Donc voilà, c'est ce moyen, en fait, faciliter ces liens en leur permettant de connaître, pour comprendre, pour aimer, pour protéger, pour respecter. C'est presque une recette magique, en fait, j'ai envie de dire, qui fonctionne aussi bien pour la parentalité que pour la préservation de notre demain, en fait. Alors, tu viens de dire beaucoup de choses très intéressantes, mais il y en a une en particulier qui me tient à cœur et que je vais répéter parce que c'est tellement difficile à déconstruire. C'est le processus qui compte, pas le résultat. Parce qu'effectivement, adultes et enfants, on se construit en privilégiant d'abord le résultat. C'est en tout cas l'éducation qui est donnée en France. Certains pays ont intégré dès le plus jeune âge un autre fonctionnement. Mais dès l'école, ce qui compte, c'est avant tout le résultat que nos actions vont produire et tout ce qui se passe avant, la manière dont on vit le moment, ce qu'on a mobilisé en nous et autour de nous pour le faire, et les apprentissages qui ont été induits par cette action, tout ça, c'est totalement occulté, alors que c'est ce qui compte avant tout, parce que c'est ce qui donne du sens à notre construction et à nos apprentissages. Et ça, chez les jeunes enfants, c'est assez rapide à déconstruire à partir du moment où l'adulte montre qu'il n'attend pas de résultats précis. Par contre, chez les adultes, ça peut mettre vraiment du temps. Donc je trouve que c'est important de se le répéter parce que même en tant qu'accompagnante, en tant que pédagogue, parfois se le redire, ça fait du bien parce qu'on est souvent plus exigeante avec soi-même. Donc oui, le processus, pas le résultat, et le temps long et récurrent. Tu dis que tu fais des ateliers tout au long de l'année. Bien sûr que faire une sortie en nature de temps en temps apportera toujours du bon, ne serait-ce que 10 minutes. Mais c'est vraiment la récurrence qui va permettre déjà d'intégrer des rituels, et puis à la fois pour les enfants et pour les adultes, de tirer tous les bénéfices de ce contact à la nature. Et tu as d'ailleurs parlé de l'évolution que tu observes chez les parents au fil des ateliers, parce qu'il y a une confiance qui se crée avec les professionnels, et puis ils font aussi confiance progressivement à leurs enfants, en cessant petit à petit de dire
il ne faut pas faire comme ça, c'est plutôt comme si, attention, tu vas te faire mal, etc. Donc intégrer ce temps long et récurrent dans les habitudes est nécessaire, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, hein, clairement, il faut le dire, notamment quand il est question de sortir toute l'année. Et d'ailleurs, est-ce que toi, tu vois une différence d'attitude chez les adultes et les enfants quand les conditions climatiques sont plus froides ou humides, parce que c'est généralement celles qui bloquent le plus? Alors oui, il y a une grande différence entre les adultes et les enfants, ça c'est indéniable. Parce que les enfants, en fait, la météo, ils s'en fichent. S'ils sont confortables sous la pluie, mais c'est le bonheur. Si bien sûr, c'est pas des pluies battantes qui vont nous mouiller très rapidement. Hein. Et du moment où on est vraiment confortable, qu'on prévoit un petit abri si ça s'amplifie. Enfin, il y a ce côté très ludique justement quand il pleut. Je monte une bâche pour pouvoir s'abriter, un petit abri sous bâche où on a vraiment des parties de fou rire qui sont et qui font un esprit cabane que les enfants adorent. Et puis ils peuvent jouer à la mud kitchen sous la pluie. Mais vraiment, j'ai beaucoup de photos très très belles comme ça sous la pluie, vraiment où eux, à peine ils se rendent compte qu'il pleut, quoi. Par contre, voilà, pour les adultes, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, on a souvent moins de monde sur les ateliers sur ces temps-là, effectivement. Le froid est presque encore plus compliqué que la pluie, je dirais. Les parents sont toujours dans l'inquiétude. Il va faire froid, on va prendre froid, on va être malade. Donc petit à petit, je fais passer le message qu'en fait, être à l'extérieur quand il fait froid, et ben du coup on renforce les défenses immunitaires de notre enfant, et du coup de par ce fait, il sera un petit peu moins malade que s'il reste à la crèche ou à l'intérieur avec sa rhino et qui va la partager grâce à la chaleur avec ses frères et sœurs, la chaleur et la proximité. Donc voilà, on travaille, mais ça c'est tout des choses qui sont vraiment profondément ancrées et qu'il va falloir encore un petit peu du temps pour faire ancrer dans les pratiques. Des fois, je rêverais que les médecins notent sur l'ordonnance sortie nature obligatoire pour lors des rhinopharyngites, par exemple, ou des choses comme ça. Parce que du coup, voilà, on respire quand même mieux dehors que dedans, dans un espace surchauffé l'hiver. Donc voilà, on a encore du travail là-dessus. Mais voilà, ça vient. Il y a des parents qui nous font confiance, qui essayent, qui expérimentent. Donc moi, c'est ce qui compte, c'est toujours les petites graines, quoi. Voilà, et ça prend du temps, tout ça pour s'épanouir. Voilà, je continue, quoi qu'il en soit, à proposer. Même des fois, il nous arrive d'avoir qu'un seul enfant avec son parent. Tant pis, on fait notre atelier comme si c'était prévu et ça fait des temps aussi merveilleux de partage. Donc voilà, il y a au moins un enfant. Voilà, je contribue à hauteur d'un enfant et c'est déjà bien. Et comme tu le disais tout à l'heure, tu es une facilitatrice. Tu permets aux parents qui se sont déconnectés de faire le premier pas vers leur environnement naturel et du coup de se reconnecter à cette nature et puis par eux-mêmes ensuite de prendre des habitudes et de ne pas attendre ton atelier pour sortir finalement. Ah oui, là, quand une maman a témoigné ça assez récemment en atelier, waouh, dans mon cœur et dans ma tête, ça a fait waouh aussi. Je me suis dit, ça y est, ça y est, le pas est franchi, quoi. Voilà, ces groupes de parents, en fait, créent du lien, du réseau aussi entre eux. Parfois, il y a des familles, des mamans en situation monoparentalité, ou voilà, et qui sont assez isolées. Et voilà, on sait combien c'est compliqué de faire grandir un enfant seul. Et du coup, voilà, quand elles me disent qu'elles se retrouvent et qu'elles aiment tellement ça de revenir maintenant dans cet espace de nature et de partager ces moments-là avec leurs enfants, je me dis waouh, c'est gagné. Voilà, ça donne vraiment du sens. Voilà. Mais oui, c'est que la petite graine est semée du coup. C'est ça. Alors, je voulais rebondir sur les craintes des adultes, puisqu'on parlait de la météo, mais il y a une autre peur, souvent plus forte, c'est la peur de se blesser, et encore plus en extérieur. Et d'ailleurs, quand on regarde les structures d'accueil de la petite enfance, les environnements sont généralement très lisses, il y a des tapis, des éléments en mousse,
l'enfant a peu de chances de se blesser, ou en tout cas de se faire très mal. Et je ne parle pas de la cour de récré bitumée à l'école, qui elle est très douloureuse quand on la rencontre, mais quand on sort en nature, l'environnement est tout autre. Alors, est-ce que toi, dans tes ateliers, tu as déjà rencontré des situations dans lesquelles il y a eu des blessures, plus que dans un autre cadre, en tout cas? Alors, la seule blessure qu'on a eue, c'est un enfant qui en a mordu un autre. Voilà. Du coup, c'est vraiment la seule blessure qu'on a eue parce que, bah, en fait, objectivement, pendant les ateliers, l'espace qu'on propose, euh, du coup, est très facilitant pour les enfants puisque du coup, ils sont ensemble sans être les uns sur les autres. On choisit un lieu suffisamment sécure pour qu'ils puissent répondre à leurs besoins de mouvement sans prendre de risques démesurés et se mettre vraiment en danger. Donc ils peuvent grimper, ils peuvent explorer, ils peuvent monter sur des petites buttes, ils peuvent rouler dans le sable, glisser, faire des glissades, tout ça. Bien sûr que parfois ils trébuchent parce que la nature, bah, c'est pas plat comme une cour d'école bétonnée. Mais concrètement, on a vu notamment l'évolution d'un petit garçon porteur de handicap qui avait des gros troubles de la locomotion évoluer de manière significative, justement grâce à cette magnifique salle de psychomotricité qu'on a à notre disposition, qui est la nature. Donc effectivement, ben il y a des embûches, hein, on peut tomber, on peut se piquer, mais c'est l'école de la vie en fait, la nature. Et la nature, la vie, c'est pas tout lisse, c'est pas tout droit, c'est pas sans embûches. Et je préfère nettement un enfant qui va développer son autonomie, qui va développer ses compétences, qui va avoir confiance en lui, qui va avoir une bonne estime de lui, bah justement parce qu'il aura confiance dans les limites de son corps et qu'il aura expérimenté des choses et qui va pouvoir se confronter, qui va pouvoir se cogner un petit peu dans sa vie à des choses pas très faciles, mais qui du coup qu'il a en lui des ressources pour y faire face, plutôt qu'un enfant qu'on aura surprotégé et qui du coup, lui, va se retrouver un petit peu démuni au moment où il faudra qu'il aille chercher au fond de lui des solutions. Et tout ce processus qui se passe dans la nature, en fait, ça offre ça, en fait, ça construit, quoi. Et, et les parents, je dirais que enfin, je pense que c'est lié au fait qu'on offre sûrement un cadre sécurisant pour eux, mais ils ne manifestent pas d'inquiétude. En plus, sur le site qu'on a, en fait, il y a le passage d'une rivière. Donc, moi, j'ai pris mes garanties pour sécuriser les lieux, c'est-à-dire que je suis en lien avec le syndicat qui gère la rivière, je connais le débit, je suis vigilante à la météo, on a une vigilance permanente du bord de l'eau, on accompagne les enfants au bord de l'eau, voilà, il y a donc voilà, ça se passe vraiment bien. Et en fait, tout est possible parce qu'on est là, on veille et on autorise, en fait, on fait confiance. L'enfant, il est riche de tellement de compétences que ça serait vraiment dommage de les éteindre, quoi. On est là pour les mettre en lumière, ces compétences. Et c'est d'autant plus impressionnant chez les jeunes enfants qui apprennent à marcher, parce que se promener en forêt, ça nécessite de lever les jambes assez haut pour ne pas se prendre des branches dans les pieds. Les tapis de feuilles mortes peuvent parfois déséquilibrer, les troncs d'arbres, les racines. Et c'est vraiment frappant de voir la vitesse à laquelle ils vont être solides sur leurs appuis. Ah oui, les racines, c'est plus du tout un problème. Vraiment, vraiment. Et le pied nu, dès qu'on peut l'expérimenter, c'est fabuleux, quoi. Et comme tu disais tout à l'heure, selon la sensibilité des enfants, ça peut prendre plus ou moins de temps. D'ailleurs, pour certains, rien que le contact de l'herbe au bout des pieds, dans un parc ou dans un jardin, est délicat à appréhender, voire même à supporter. Mais il y a un moment où ils finissent par se lancer, et alors après, c'est difficile de leur faire remettre les chaussures carrément. C'est ça, c'est ça. Oui, oui, ça c'est souvent on rassure les parents plus que
que les enfants, et ça c'est vrai pour plein de choses dans la parentalité, hein, du moment où le parent arrive à se mettre dans une zone de confort où il se sent sécure, après l'enfant s'autorise. Et, mais voilà, les enfants, ils demandent qu'à essayer, quoi. C'est des explorateurs, hein, du coup, voilà, il faut leur permettre ça. Et du coup, d'après ton expérience, est-ce qu'il y a des enfants pour qui il est déconseillé de proposer un tel cadre? Alors pour moi, tous les enfants devraient pouvoir bénéficier de ce cadre, hein, la nature. Mais voilà, comme pour beaucoup de choses, en fait, c'est une affaire de bon sens et de conscience. En fait, chaque situation spécifique, elle peut faire l'objet d'une réflexion pour trouver ce qui aura de plus adapté dans l'intérêt de l'enfant, toujours. Euh, J'avais en tête un petit peu, pour exemple, le fait de limiter l'accès à l'extérieur à un enfant qui pourrait souffrir d'allergies saisonnières importantes et qui serait pas traité sur les périodes sensibles. Mais cela n'empêcherait en rien de le mettre tout de même en lien avec des éléments naturels à l'intérieur, par exemple, et lui permettre de vivre un processus quasi similaire en modifiant son environnement sur une saison donnée. Voilà, mais non, pour moi, c'est un cadre qui fait partie. On est des êtres vivants, en effet, pour être dehors. C'est notre environnement, la nature, quoi. Oui, et comme tu le dis, la nature peut aussi venir dans nos intérieurs. Quand on ramasse des trésors en balade et qu'on les ramène pour les mettre dans la boîte à trésors, ce sont des moments magiques de pouvoir à nouveau les regarder, les manipuler quand on en a envie. Donc on n'a pas forcément besoin d'être au milieu de la forêt, on peut amener la nature dans nos intérieurs et déjà ça, c'est renouer d'une certaine manière avec elle. Parfaitement. Et les jours de mauvais temps, voilà, quand il fait vraiment mauvais dehors, que là c'est compliqué d'être à l'extérieur, et ben c'est pile poil le bon moment pour ressortir tous ces petits trésors, de faire un joli bac sensoriel avec, ou de faire une petite table de nature dans le salon. Et les enfants, là, c'est des heures de jeu et de moments à partager hyper agréables avec son enfant, ou des petits moments tranquilles pour les parents quand voilà, ils ont besoin de souffler un peu. Il faut faire simple, il faut être simple en fait. C'est ça, mais on a vraiment tendance à se compliquer la vie quand on est adulte, alors que les enfants ont besoin de simplicité. Bon, et puis du coup, tout à l'heure, tu as évoqué le fait que tu pratiques la médiation animale. Est-ce que tu peux en parler et expliquer dans quelles circonstances il peut être intéressant pour les enfants et les familles d'y avoir recours? Oui, avec plaisir. Alors c'est un thème qui pourrait faire un sujet complet d'épisodes de podcast, pardon, parce que voilà, c'est aussi un sujet qui me passionne. Alors je vais essayer d'être plus synthétique, mais pour résumer, en fait, la médiation animale, c'est une thérapie non médicamenteuse qui a été reconnue par la haute autorité de santé, l'HAS, et qui est basée en fait sur la relation homme-animal. Alors, tout comme la nature, en fait, les animaux, ils ont ce pouvoir d'être une source inépuisable de stimulation multisensorielle. Et en médiation par l'animal, on va avoir des objectifs qui vont se regrouper aussi un petit peu avec l'éveil sensoriel, hein, parce que du coup, on va justement aller chercher l'éveil de ces sens. Et on va essayer aussi de maintenir, d'améliorer ou de stimuler tout le potentiel cognitif, sensoriel, psychosocial du bénéficiaire. On va travailler son autonomie aussi, la confiance en soi. On va pouvoir travailler la régulation émotionnelle. Et je m'appuie beaucoup sur l'observation du comportement des animaux pour travailler les émotions avec les enfants. C'est fabuleux. Et on va travailler les habilités sociales. Enfin voilà, ça ouvre un champ des possibles aussi hyper intéressant pour moi dans le soin. On crée du lien, on échange, on communique, donc on stimule aussi le langage. Et c'est vraiment fabuleux. Alors, je pratique la médiation animale en crèche et en micro-crèche pour les tout petits, mais aussi en suivi individuel pour les enfants qui ont des besoins plus spécifiques. Donc là, on va répondre aux troubles du comportement, aux troubles du développement, justement aux difficultés à réguler les émotions, des troubles de la relation, voilà, ou sur le champ du handicap, par exemple. Et cet apport de sensoriel est juste
vraiment aussi génial pour nos tout petits parce que on va pouvoir stimuler la motricité fine, la motricité globale, la communication, on va travailler le respect de l'autre, le prendre soin. Voilà, il y a plein de bénéfices et ça apporte aussi beaucoup de bien-être et d'apaisement avec voilà une sorte de sécurité affective qui est aussi présente lors des séances et c'est très chouette de mêler les deux. J'aime beaucoup en crèche et micro-crèche, mais il y a l'éveil sensoriel à la nature avec le petit bonus de mes animaux. Et alors, de qui est composée ta tribu de poilus? Alors, je travaille avec les tout petits. Je travaille principalement avec des rongeurs, donc des lapins béliers et des cochons d'Inde. J'ai aussi des petites poules nègre soie. J'ai une petite chienne, coton de Tuléar, qui a un toucher absolument fantastique au niveau de son pelage et qui a un caractère très très sympathique avec les enfants. Euh, qui est vraiment très câline et qui peut être calme avec les tout petits. Voilà, et qui fait un petit peu moins peur, par exemple, que ma Golden, qui est un peu plus impressionnante. Voilà, qui va plus travailler avec les enfants qui ont aux alentours de 4 ans. Voilà. Après, à la maison, j'ai aussi des poneys, des ânes, des chevaux. Voilà. Donc, en fonction de l'évolution de l'enfant, de ses besoins, des objectifs avec lesquels je vais travailler, et ben voilà, j'ai des partenaires différents. Donc les bénéfices des animaux au niveau du développement de l'enfant, ça va pouvoir répondre à plein de besoins fondamentaux pour lui, hein, parce que l'animal c'est une source c'est un soutien affectif en fait. Hein, l'animal, il est jamais dans le jugement. Hein, il vous aime tel que vous êtes en fait, hein, et pas comme parfois la société voudrait qu'on soit. C'est un formidable confident. Il va rassurer par sa présence, sa fidélité. Il peut être disponible à l'écoute. Voilà, il va rien répéter. C'est un super gardien de secret. Il va communiquer de manière non verbale, donc avec les enfants ou avec ceux qui ont des besoins plus spécifiques, ça va être vraiment génial, ce langage corporel. Et puis, il ne sature pas non plus la communication. Donc, voilà, ça va faciliter la concentration, ça va faciliter beaucoup de choses. Ça stimule aussi le langage, hein, quoi qu'il en soit, parce que du coup, ça, c'est un merveilleux créateur de liens sociaux, l'animal. Hein. Il suffit de vous promener avec un jeune chien dans la rue, vous allez voir un petit peu l'effervescence que ça crée. Donc voilà, ça permet d'apaiser pas mal d'angoisse. Ça amène de l'imprévu, c'est des interactions. Ça stimule l'imaginaire aussi. Hein. Nos enfants, ils sont au contact des histoires avec des animaux tout petits. Ils ont souvent des peluches, les doudous, c'est à l'effigie des animaux. Donc l'animal, il est présent très tôt pardon, dans la vie de l'enfant. Donc ça lui est assez familier d'une façon ou d'une autre. Ça peut être aussi une figure d'attachement. Hein, et là aussi, l'école de la vie est merveilleuse avec les enfants parce que on va parler naissance, on va parler sexualité, on va parler hérédité, on va parler mort. En fait, tout ce qui est caché chez l'humain, en fait, est observable et visible chez l'animal. Donc, c'est des supports magnifiques. Donc voilà, plein de beaux possibles aussi avec la médiation et grâce aux animaux. Ouais, effectivement, ça a l'air très chouette et je suppose que tu te régales à observer ces moments de partage. Je le vois juste en tant que maman parce que je vis en partie aux côtés d'un chat et ma fille de 2 ans la sollicite énormément, parfois trop, et on est dans l'apprentissage du prendre soin en lui montrant la douceur, en lui expliquant que le chat n'a pas forcément envie de jouer avec elle quand elle en a envie, mais qu'elle soit dans des moments de joie ou au contraire dans des émotions plus secouantes, elle va spontanément se coller à elle pour lui faire un câlin, pour aller s'apaiser. Et il y a vraiment une relation fusionnelle qui est donc parfois à sens unique, mais en tout cas pour ma fille, on sent que c'est quelque chose de très fort. Ouais, j'ai lancé ce projet, j'étais encore du coup en PMI et j'y voyais un champ d'action incroyable.
Et du coup, aujourd'hui, je suis heureuse aussi d'être un peu dans la continuité de ce que j'avais imaginé au départ, parce que voilà, j'accueille en séance individuelle des enfants le plus jeune doit avoir 4 ans et le plus grand a eu 13 ans là. Et voilà, des enfants avec des problématiques diverses et variées. Et aussi un peu ce qui était dans mon cœur de métier précédent, c'est-à-dire que la protection de l'enfance et tous ces bienfaits, ces possibles que je voyais, je peux maintenant les mettre en pratique et les résultats sont là. Et du coup, pour moi, c'est vraiment hyper important de contribuer dans la vie de ces jeunes de cette manière. Alors Karine, on arrive bientôt au terme de notre échange, mais avant de nous quitter, si tu avais 1 ou 2 conseils à donner à une personne qui souhaite se lancer dans l'accompagnement des enfants en extérieur, et je ne parle pas forcément d'un point de vue professionnel, ça peut être un parent. Moi j'ai tendance à employer le terme de pédagogue pour regrouper toutes les personnes qui sont avec des enfants au quotidien. Donc voilà, quelqu'un qui a envie d'offrir un contact à la nature aux enfants ou qui aimerait le faire plus fréquemment que ce qu'elle ne fait déjà, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller pour oser se lancer ? Alors, c'est peut-être très humblement ce que j'ai fait pour moi. En fait, je dirais qu'avant de me lancer, j'ai essayé d'être d'abord à ma propre écoute, en fait, d'identifier en amont mes zones de confort et mes craintes, mes peurs, en fait, de mettre à jour mes points forts, mais aussi ceux que je devais renforcer pour pouvoir me lancer en sécurité et offrir le meilleur, en fait. Et puis pas hésiter à s'entourer, partager et se faire plaisir, en fait. Tout ça, c'était des choses qui faisaient partie de ma liste. Donc, je crois que la priorité, elle est là. Ça part de soi d'abord. Il faut qu'on soit vraiment dans cette dynamique là pour être ce dont l'enfant a besoin, en fait, pour être le guide dont il a besoin. Et puis après, de manière un petit peu plus générale, je dirais que si on peut faire ça de manière, là, je m'adresse peut-être plus aux professionnels, mais quand on veut travailler avec des jeunes enfants ou les enfants en général, je pense c'est important de préparer, en fait, de repérer, de réfléchir avec bon sens et conscience une nouvelle fois l'environnement et les conditions auxquelles nous allons les exposer pour permettre à chacun de pouvoir répondre à ses besoins en toute liberté et sans risque. Donc voilà, avoir de bonnes connaissances de son public, d'être formé, c'est bien, et puis de son nouveau lieu de travail, nature, voilà, c'est les bonnes conditions à mon sens pour se passer des moments de qualité et partager des belles choses au cœur de la nature. En tout cas, ce qu'on retient de tout ce que tu nous as partagé, c'est que la première chose à rechercher quand on sort avec des enfants, c'est le plaisir. Ça peut demander du temps en tant qu'adulte et ça peut aussi demander du temps aux enfants qui en ont totalement été coupés. Mais notre relation à la nature est instinctive et nous sommes toutes et tous capables de nous y reconnecter si on se laisse porter par nos sens et par la joie. Tout est là sous nos yeux. Il faut juste voilà, les rééduquer à voir toutes ces petites choses-là qui, même si elles sont minuscules, cumulées à la fin de la journée, c'est des petits moments de bonheur et d'apaisement dont on a besoin. Eh bien écoute Karine, je te remercie sincèrement pour ce riche moment de partage qui inspirera sûrement les personnes qui nous écoutent et je te souhaite une très belle continuation. Merci beaucoup Claire, c'était un plaisir. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que cette discussion vous a plu et qu'elle éveille en vous une certaine curiosité pour l'éducation en plein air, voire même peut-être une envie de militer pour qu'elle se répande davantage. Pour en savoir plus sur mon invité du jour, je vous invite à vous rendre sur le site pédagogieduvivant.fr. Vous y trouverez toutes les infos à son sujet ainsi que ses recommandations pour aller plus loin dans cette exploration. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Cela m'aide beaucoup à développer davantage ce podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, sortir, ça n'est que du kiff.
Allez, ciao ciao, à bientôt.